Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, lance un avertissement sévère aux pays membres. Nous sommes la prochaine cible de la Russie et nous sommes déjà en danger. Il a tenu ses propos jeudi à Berlin où il a exhorté les pays membres à se préparer davantage à la possibilité d'une guerre de grande ampleur en avertissant que la Russie pourrait être en mesure d'attaquer l'Alliance d'ici 5 ans. Le secrétaire général a également prévenu que les citoyens de tous les pays de l'OTAN doivent se mobiliser pour défendre le mode de vie, alors que la Russie se montre de plus en plus téméraire, imprévisible et impitoyable, envers l'OTAN comme envers l'Ukraine. On peut l'écouter. Russia has brought war back to Europe, and we must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured. Imagine it, a conflict reaching every home, every workplace. Destruction, mass mobilization, millions displaced, widespread suffering and extreme losses. It is a terrible thought. But if we deliver on our commitments, this is a tragedy we can prevent. Pour en discuter, je reçois le général Michel Yakovlev, ancien haut gradé de l'armée de terre française et ancien vice-chef d'état-major au SHAPE, le quartier général, le grand quartier général des puissances alliées en Europe de l'OTAN. Bonsoir, Monsieur le général, et merci d'être avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir au Canada. Tout d'abord, êtes-vous du même avis que le secrétaire général? Croyez-vous que la Russie a réellement les moyens d'entrer en guerre contre des pays de l'Alliance d'ici 5 ans? Je crois que la Russie est déjà en guerre contre nous depuis plusieurs années. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. C'est de l'intimidation, c'est de la pression, c'est de la déstabilisation, c'est de la désinformation, c'est des attaques sur nos intérêts périphériques. Je pense à l'Afrique en particulier. Et bien entendu, l'attaque contre l'Ukraine, qui n'est pas membre de l'OTAN ni de l'Union européenne, mais qui est l'échelon avancé aujourd'hui de ce que nous appelons l'Europe au sens global du terme. Alors maintenant, le secrétaire général Rutte parle plutôt d'une guerre entre guillemets conventionnelle, une guerre de masse, une guerre de haute intensité possible dans les 5 ans. Il n'a pas dit probable, il a dit possible dans les 5 ans. Ça, c'est vrai aussi à ceci près que l'armée russe d'aujourd'hui, c'est pas elle qui est capable d'une attaque dans la profondeur, puisqu'elle n'arrive pas à achever le bastion de Pokrovsk, par exemple. Nous savons déjà que l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie renforcent déjà leurs zones frontalières pour dissuader toute agression russe. Au Canada, on sait que le Grand Nord demeure très peu défendu. Qu'est-ce qu'on sait de ce que la Russie envisage ou prépare et quels sont, selon vous, les scénarios les plus probables dans les prochaines années? Pour moi, le scénario... Alors déjà, ce que les Russes envisagent, je ne sais pas trop, parce que ils auront quand même un sacré ménage à faire. Pour l'instant, tant qu'ils sont occupés en Ukraine, pour moi, la perspective d'une attaque autre que purement symbolique sur le territoire même de l'OTAN, non, elle n'est pas crédible. Maintenant, une dégelée de drones, c'est possible. Ça, c'est un peu plus que symbolique. La réponse de l'OTAN, et en particulier des pays baltes que vous avez cités, c'est bien plus que miner la frontière et mettre faire une ligne anti-char, etc. C'est qu'ils sont revenus à l'armée de conscription, ils accroissent leurs réserves, ils se dotent de moyens humains limités parce que ce ne sont pas des pays très peuplés, mais quand même en rapport avec leur population. Et pour viser le modèle finlandais à la fin des fins. Le secrétaire général Rutte a aussi évoqué la possibilité que la menace russe à l'avenir ne se limite pas au flanc est de l'OTAN, mais qu'elle s'étende aussi à l'Arctique et à l'Atlantique. Comme pays arctique et membre de l'Alliance, comment pensez-vous que le Canada peut-il mieux se préparer aux menaces dans le Nord? Alors, une menace directe dans le Nord, je vois ça plus comme une menace de prédation ou de denial, comment on appelle ça, de déni de service. Ils peuvent aussi faire du harcèlement. Quand on voit je ne sais pas combien de kilomètres de côte vous avez, parce qu'elle est comme ça, mais je ne sais pas moi, 15 000 kilomètres de côte, ils peuvent, avec très peu de moyens, décider de vous casser les pieds et provoquer de votre part des réactions extrêmement onéreuses.
Par exemple, si vous devez patrouiller le Grand Nord euh, à une densité supérieure à celle que vous faites maintenant, c'est quand même très consommateur en moyens et en hommes. Donc, pour ma part, je vois plus du harcèlement dans le cas spécifique du Canada, hein. Mhm. Mais par exemple, les Norvégiens, ils ont de quoi s'inquiéter parce qu'ils ont, je crois, l'île des Ours avec des Russes qui sont dessus. C'est suite à un accord qui remonte au temps de la guerre froide. Et comme on sait comment Poutine agite le, le, le- le mensonge de la protection de ses ressortissants, une agression territoriale caractérisée mais limitée contre la Norvège est possible. Je verrais la Norvège en réalité plus que le Canada dans l'état actuel des choses. Vous avez déjà déclaré dans une entrevue au Club Le Figaro International que, et je vais vous citer, les relations entre l'Europe et les États-Unis en sont au stade du divorce. Donald Trump a déjà été très clair avec l'Europe. Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, le continent ne peut plus tenir pour acquis l'appui militaire américain. Vous avez affirmé être écœuré de voir la relation se détériorer à ce point. A-t-on tort d'espérer un renversement de tendance dans les prochaines années et comment l'Alliance peut-elle tenir dans ces conditions? Alors, je ne vois pas de raison d'espérer un changement d'attitude du président Trump, parce que là, on est quand même dans une grande constance. Ça fait des années qu'il méprise, j'utilise le mot exprès, hein, qu'il méprise l'Europe, les valeurs européennes, notre façon de concevoir nos sociétés, et qu'il intervient comme les Russes, hein, comme Poutine. Il veut intervenir dans le débat intérieur d'un certain nombre de pays européens. Voilà, donc ça, tant qu'il est aux affaires, ça ne va pas changer, quoi qu'il advienne. Je note que dans la dernière NSS, National Security Strategy, qui vient de sortir, il n'y a pas de mention de l'article 5, ce qui faisait partie de- de- des passages obligés de toutes les NSS précédentes. Et aujourd'hui, dans l'esprit de Poutine, la dissuasion nucléaire de l'OTAN, qui est à base d'armes américaines, elle n'existe pas. Poutine a bien compris qu'elle ne serait jamais utilisée. Hmm. Donc la dissuasion nucléaire de l'OTAN et donc américaine, de mon point de vue, elle est morte parce qu'une grande partie de la dissuasion relève du déclaratoire. Le déclaratoire de Trump est positivement amical vis-à-vis de la Russie et inamical vis-à-vis de l'Europe, ce Dans- qui est un gros encouragement pour Poutine, bien sûr. C'est clair. Dans ce contexte de retrait américain, le Canada veut évidemment maintenir et même renforcer ses liens avec l'Europe. Comment est-ce que les alliés européens perçoivent le Canada et son rôle au sein de l'OTAN? Alors, le Canada a toujours été perçu très, très favorablement. Bah, déjà, c'est un allié de la première heure, hein, déjà de la Première Guerre mondiale pour nous. Donc, je pense à Vimy. Enfin, bref, il y a quand même le Royal Vendoux où je suis allé. Bref, il y a une longue tradition et un grand respect des Canadiens. Et puis, les Canadiens ont toujours fait partie du paysage, si j'ose dire, dans l'OTAN, avec une influence supérieure en réalité à vos moyens militaires. Je pense à Charlie Bouchard, mon camarade, qui commandait la Joint Task Force pendant l'opération contre la Libye en 2011, parce qu'il était Deputy Commander à Naples. C'est quand même un Canadien qui a commandé la dernière grosse opération non, en dehors de l'Afghanistan. Donc, le Canada est aussi perçu, de mon point de vue d'Européen, comme une nation très proche culturellement. Vous êtes une démocratie parlementaire sur un modèle qu'on reconnaît parfaitement. Enfin, on reconnaît votre démocratie et État de droit, alors que clairement, les États-Unis, quand on dit que c'est une démocratie, bon, ils font des élections, mais avec le charcutage électoral, c'est des élections à la Poutine, si j'ose dire, à la coréenne maintenant, hein, les élections américaines. Et c'est plus un État de droit. C'est un État qui applique le droit, mais pas la justice. Donc, au point de vue des valeurs, dans la NSS, le président Trump parle d'un glissement de valeurs européennes. Moi, je constate un glissement des valeurs américaines. Et là-dedans, le Canada est, de mon point de vue, clairement dans le camp, j'allais dire le camp européen. C'est le camp OTAN, sauf États-Unis, qui sont devenus une exception remarquable.
J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de visiter le camp Adagé, près de Riga, en Lettonie. Il s'agit du principal centre opérationnel de la brigade multinationale de l'OTAN, dirigée par le Canada. Ottawa met souvent de l'avant cette contribution à la dissuasion en Europe, mais quel rôle, selon vous, quel rôle supplémentaire le Canada pourrait-il jouer pour se préparer à un conflit de grande ampleur en Europe? Alors déjà, en Europe, il faut bien voir que l'Atlantique fait partie de l'Europe. C'est le lien transatlantique n'est pas que politique, c'est aussi un lien géographique, si j'ose dire, stratégique. Et là, je note que le Canada est en train de se préparer à développer sa marine. Bon, je regrette que vous n'achetiez pas de sous-marin français, mais je dis ça un peu en plaisantant. Euh, Vous êtes en train de développer vos capacités et en fait, la contribution navale canadienne, euh, à la mesure de votre espace maritime, hein, euh, et vu, c'est vous-même qui l'avez mentionné au début, le High North, hein, le Grand Nord, l'Arctique, ça, c'est déjà une contribution très importante. Donc, il n'y a pas seulement votre présence avancée en Europe euh, dont nous bénéficions, les Européens bénéficient directement. C'est aussi la contribution à la maîtrise de l'espace nord-atlantique, où le Canada se prépare à tenir un rôle à la mesure de sa puissance économique et de son importance géographique. Juste en terminant, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que les propos du secrétaire général, ça relève d'un discours alarmiste ou belliciste, ou encore à ceux ici au Canada qui ne comprennent pas pourquoi il devrait se préoccuper de la paix en Europe? Alors, le secrétaire général, il est dans son rôle de rappeler les intérêts. Je note que son discours est très européen euh, parce que le président Trump, je pense qu'il s'y retrouve pas du tout dedans. Quand Mark Rutte désigne clairement la Russie comme adversaire, là où la NSS désigne la Russie comme partenaire, en gros, hein, quand on lit les mots, et que les États-Unis de Trump, il vient de le dire, cherchent un partenariat avec la Russie à tel point qu'il veut associer la Russie à la stabilisation de l'Europe. Ça, c'est clairement pas la vision. On ne veut pas être stabilisé par Poutine, si vous voulez, en Europe. Ça, c'est clair, hein. Demandez aux Ukrainiens, d'ailleurs. Donc, euh, ce discours-là est un peu décalé, de mon point de vue, par rapport au discours de Trump. Il y a un autre point de vue où il est décalé, c'est quand Mark Rutte, alors il est un peu obligé, hein, se félicite du rôle majeur de l'Amérique, de Trump dans la négociation avec la Russie, alors que Trump ne négocie pas au bénéfice de l'Ukraine ni de la Russie. Trump négocie ses intérêts commerciaux propres et il est en train de préparer la capitulation de l'Ukraine. Donc pour moi, quand tous nos dirigeants européens se félicitent du rôle majeur, moteur du président Trump, c'est pour qu'il reste impliqué. Mais, euh, mais c'est un peu désespérant de voir qu'en réalité, il joue dans le camp d'en face. Monsieur le général Michel Yakovlev, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est grandement apprécié. Merci à vous.